Alors, bienvenue à cette discussion débat Zoom. Mon nom est Serge Carrel, je suis le responsable du site lafré.info. Et à la suite de la parution du plan de protection pour les églises évangéliques proposé par le réseau évangélique suisse, il nous a paru bon d'organiser une discussion débat pour voir comment les églises réagissent à ce projet. Nous vous proposons donc une discussion débat que nous enregistrons. Cette discussion débat se déroulera en deux temps. Un premier tour de table avec nos invités, puis un temps ouvert à vos questions. Alors, on a choisi 4 invités de marque aujourd'hui, 2 pasteurs d'églises locales de Lafré, Olivier Fazel de l'église évangélique de Bourguillon à Fribourg et David Rosset de l'église évangélique de la Fraternelle à Nyon. Nous avons aussi demandé à Philippe Tuller, secrétaire général de Lafré, et à Christian Kuhn, directeur du réseau évangélique suisse, de compter parmi nos intervenants et parmi les personnes ressources qui pourraient répondre à vos questions. Alors, je vous propose de commencer avec Olivier Fazel. Olivier Fazel, vous êtes pasteur dans l'église évangélique libre de Bourguillon à Fribourg. Votre église est une petite communauté. Comment est-ce que vous avez réagi à ce plan de protection proposé par le réseau évangélique suisse? Un petit tour d'horizon par mail a permis de drainer quelques questions. Donc, on a beaucoup de questions sur la faisabilité, la réalisation. Rien ne semble impossible, mais voilà, c'est beaucoup de questions, puis beaucoup d'organisation en très peu de temps. Je dirais, pour moi, en tout cas, d'abord, en voyant venir ce plan, cette proposition, c'était d'abord la reconnaissance qui était mon premier sentiment, parce qu'on sent qu'il y a des gens qui bossent pour l'ensemble de la fédération, pour l'ensemble des églises évangéliques de Suisse romande. Moi, je suis très, très reconnaissant de tout ce qui s'est fait, tant au niveau de l'Afrique qu'au niveau du réseau. Ça, c'était d'abord mon premier sentiment. J'ai suivi les conférences du Conseil fédéral, écouté les débats, les débriefings, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très compliquées. Puis retrouver les infos qui soient pertinentes pour nous, faire le tri, c'est pas toujours évident. Et là, on sent qu'il y a des gens qui nous appuient, qui sont au service. Et puis ça, c'est pour moi d'abord la reconnaissance. Après, évidemment, on a plein de questions d'ordre pratique. Ok, on va les reprendre tout à l'heure, mais est-ce que concrètement, vous envisagez de reprendre les cultes à partir du samedi, parce que vous vous retrouvez le samedi, du samedi 13 juin, pour Oui, autant on a que un le jour Conseil d'avance, fédéral donne pas de bol, l'autorisation? ouais. Oui, Pardon? oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, on n'a pas de chance, on est une église du samedi et pas du dimanche. Alors, ça doit être une décision de notre conseil de responsables. Je peux répondre que pour moi, c'est une grande envie, effectivement, le 13, de pouvoir se réunir dans le cadre, bien sûr, qui sera proposé dans la mesure où on arrive à en tenir compte au maximum. Je crois qu'il faudra signer ce plan, hein, de protection. Donc, on va faire le nécessaire pour être capable de le signer puis se voir le 13. Ouais. Vous avez une petite salle. Combien est-ce que vous envisagez d'accueillir de personnes si vous observez les 4 mètres carrés, entre guillemets, réglementaires? Mhm. Alors, on a fait le calcul. Là, je suis reconnaissant à mes collaborateurs du travail qui est fait et puis du côté pratique. Alors, on a l'espace pour 35 personnes. Il faut savoir que nos 140 mètres carrés sont répartis en 3 voire 4 salles ouvertes avec possibilité d'avoir une diffusion audio dans les autres salles. Voilà, à l'heure actuelle, c'est le chiffre qu'on a pu articuler, 35 personnes, avec un bon 10% de jeunesse. Alors, c'est là où ça sera sensible. Super. Merci beaucoup, Olivier. David Rosset, vous êtes pasteur dans l'église évangélique La Fraternelle à Nyon. Alors, votre communauté compte parmi les grandes églises de l'Afrique. Comment est-ce que vous-même vous réagissez à ce plan de protection proposé par le réseau évangélique suisse? Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai réagi d'abord sur la première page où il est question d'importance systémique des églises. Et puis, ça m'a fait réagir parce que, disons, que pour moi, ça a été un peu le grand absent, ou bien nous avons été les grands absents des églises, un peu de ces différents débats publics. Et puis, j'ai trouvé beau que le réseau puisse remettre ça, je dirais, en avant, avec quelques résultats probants, puisque Christian m'a envoyé un SMS avec un message de la conseillère fédérale Amert qui prend aussi en compte notre réalité. Mais c'est vrai que
c'est précieux de pouvoir aussi avoir ces porte-paroles qui prennent en compte notre situation parce que j'ai l'impression qu'en tout cas pour ce qui est de mon coin de pays ici, dans le canton de Vaud, à Nyon, ce n'était pas une préoccupation majeure, disons. Donc, toute cette dimension-là, j'ai trouvé intéressant qu'elle soit remise en avant et puis qu'on puisse aussi s'occuper de ce terrain-là avec notre réalité d'église. Après, au niveau plus pratique, disons qu'on a deux grosses questions. C'est que nous avons une communauté qui est trop grande par rapport à la surface qui nous est impartie. Donc, voilà, on devra faire des preuves de créativité pour ne léser personne. Là, je sors d'un service funèbre qui a eu lieu au temple de Nyon. Donc, j'ai déjà fait un premier exercice grandeur nature de ce que ça peut donner avec 4 mètres carrés par personne. Alors, c'est quand même assez étonnant d'avoir une assemblée de 50 personnes qui est répartie sur une si grande surface. Mais c'était le premier essai. Là, c'est la première fois qu'on mettait ça sur pied au temple de Nyon. C'est quand même intéressant de regrouper tout le monde. Il va falloir quand même s'habituer à d'autres manières d'être ensemble qui risquent d'être assez intéressantes à vivre. C'est intéressant de le vivre cet après-midi parce que ça fait vraiment une dissémination forte quoi, dans un grand lieu comme un temple. C'était assez étonnant. Et Est-ce que puis la vous deuxième envisagez chose, de et puis là, reprendre les cultes le 14 juin? bien sûr, c'est l'objectif. Alors, on sera pendu aux lèvres du Conseil fédéral le 27 27 mai, mai. je crois. Oui, exactement. Oui, c'est l'objectif. On retourne déjà dans nos locaux pour faire de la diffusion en streaming ce dimanche. D'accord. Donc ça, c'est aussi une décision quelque part d'anticipation. Vous voulez, si je comprends bien, continuer à diffuser en streaming à partir du 14 juin. Oui, tout à fait. Je disais, le deuxième écueil, c'est que je vois mon ami Giorgio Ayman qui est là, c'est que nous sommes trois communautés différentes, une communauté brésilienne et une communauté anglophone qui partagent nos locaux. Donc, le challenge aussi, ce sera de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des cultures respectent la culture helvétique. On va dire ça comme ça. Donc, ce sera assez intéressant de voir voilà, les différences qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là et puis de regarder comment on arrive au mieux à respecter ces fameuses distances, je ne sais plus comment on dit maintenant, physique, sociale, spatiale. Cette Physique, je distance de crois que 2 c'est le mètres, mieux. quoi. Donc ça Sur veut les dire aussi principes que de vous la allez laïcité. devoir mettre en place une équipe de nettoyage plutôt efficace pour nettoyer tous les lieux un peu stratégiques au cours de la journée, même deux fois, quoi. Ouais, alors c'est une très bonne question. Pour le moment, avec la réouverture partielle, on est dans des éléments qui sont assez facilement contrôlables. Quand il va s'agir d'ouvrir dans un mois plus largement, on essaiera déjà de prendre un peu le rythme avec cette réouverture partielle, de savoir ce qui est nécessaire de faire ou pas, notamment au niveau des installations techniques, des poignées de porte. Après, sur les autres éléments, on a un bar qu'on va certainement ne pas ouvrir pendant cette période-là, parce que de toute manière, les contacts sociaux sont pas idéaux. Donc, certaines parties vont rester fermées. Olivier Fazel, qu'est-ce qui, dans votre contexte de petite église du côté de Fribourg, qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile à mettre en place dans ce plan de protection? Alors, on a un peu le même cas de figure que David, une communauté brésilienne qui utilise nos locaux le dimanche, vu qu'on les laisse le dimanche, et puis une communauté anglophone. Donc concrètement, il va falloir passer le message à ces deux communautés, envisager des nettoyages fréquents, systématiques. Euh, une des difficultés qu'on avait, qui est ressortie en lisant le document, c'était une notion de priorité. Il nous est demandé de maintenir 4 mètres carrés autour des personnes. Par contre, les familles peuvent se tenir un peu plus proches. Dans la salle de culte, si elle est équipée de chaises, c'est toutes les deux chaises, ça ne fait pas les 2 mètres réglementaires. Là, ça sera de savoir quelle est la priorité à donner pour ces mesures-là. Après, il y a la question de l'enfance, bien sûr, comme on a pas mal de jeunesse qui est là, et leur spontanéité, comment est-ce qu'on va réussir à gérer ceci. Et ça, vous Euh, envisagez de remettre sur place les écoles du dimanche pendant vos cultes? alors, on a des personnes qui s'en occupent, des personnes qui d'ailleurs travaillent, qui sont professionnellement engagées dans le milieu scolaire, de l'enseignement et des crèches, et puis qui sont en train de réfléchir à ce qu'il y a à faire. Comme on est deux communautés à utiliser les jouets, on va très certainement
faire 2 bacs où il y aura les jouets d'une communauté, les jouets de l'autre, écarter les jouets qui sont en peluche, contaminables entre guillemets, et puis ne garder que ce qui est lavable. Voilà, disons, c'est ce qui est le plus difficile. Une autre difficulté dont j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, on est locataire d'un espace qui est situé au milieu d'autres habitations. Et donc, on est dans un cadre relativement privé et il va falloir aussi gérer ça avec autant le propriétaire que les locataires, les voisins. Donc, on a jusqu'à présent un excellent voisinage, mais quand même avec des personnes à risque. Donc, comment est-ce qu'on va gérer les passages, les allées et venues des uns et des autres, autant le samedi que le dimanche matin? Là, ça va être aussi une difficulté. Donc, il y a tout un travail de communication, de sensibilisation, de peser des intérêts des uns et des autres par rapport à ça. Merci C'est, je beaucoup, dirais, Olivier Pazel. voilà, Est-ce les que, grosses David choses. Rosset, il y aura encore une difficulté majeure que vous verriez par rapport à l'éventuelle réouverture des lieux de culte le 14 juin? Alors, sur le document, l'écueil principal que je vois, moi, c'est le contrôle à l'entrée, puis de faire repartir des personnes qui seraient venues au culte. Alors là, c'est l'élément, pour moi, j'ai plus de peine à imaginer, malgré les mises en garde par rapport aux personnes vulnérables, si c'est une bonne idée qu'elles viennent ou pas. Moi, j'ai envie de dire, il y a une part de liberté, de responsabilité individuelle qui va aussi jouer là. Et puis, je ne suis pas encore complètement sûr que ce point-là, on va forcément l'appliquer. Donc, c'est mon seul bémol par rapport aux documents qu'on a reçus. Mais sinon, ce sera les écueils un peu, voilà, que je vous ai décrits avant, qui sont les écueils principaux. Super. OK, Philippe Tuller, donc vous êtes secrétaire général de l'AFRE, la Fédération romande d'églises évangéliques. De votre Mhm. côté, donc du côté fédératif, comment est-ce que vous allez gérer ce plan de protection en lien avec les églises? Alors, on va surtout essayer de rassembler différentes bonnes pratiques qui nous seront communiquées de la part des églises. Vous avez remarqué qu'il y a un très fort engagement de chacun pour pouvoir reprendre les cultes et pour pouvoir essayer d'être le plus créatif possible dans la mise en œuvre de ces directives de l'OFSP. Donc, nous, on va pouvoir jouer le rôle de courroie de transmission entre les églises par rapport à ce qu'elles auront mis sur pied, les bons plans, les bonnes idées. Et puis, courroie de transmission aussi avec le réseau évangélique, euh, comme on le fait d'habitude, et peut-être avec les autorités. Donc Là, ce serait moins bon. concrètement, il y aura une annexe qui va être remise aux églises. Est-ce que vous allez un peu la moduler en fonction de l'AFRE? Alors, l'annexe, effectivement, c'est un document qui est fait en 2 parties. Une partie qui a été préparée, qui indique des recommandations, qui a été préparée par le réseau évangélique et leurs homologues en Suisse allemande. En discutant avec le réseau, avec Christian, on a pu faire quelques propositions d'adaptation. Au niveau de la FRE, on ne va pas aller plus loin pour cette première partie. On est tout à fait derrière les propositions qui sont faites. Et puis, il y a une annexe qui est, elle, personnalisable ou adaptable légèrement, puisque les directives restent les mêmes, mais qui sont adaptables au contexte de chaque église. Donc, c'est au niveau des églises locales que cette annexe va pouvoir être adaptée, euh, puisque là, on parle voilà, d'architecture, d'employés, de personnes vulnérables, etc. Et là, chaque église pourra ajouter quelques éléments et proposer des adaptations qui lui seraient propres. Voilà, l'idée de cette annexe, c'est de passer en revue les différentes caractéristiques qui doivent être mises en œuvre en termes de suivi, d'espace, d'agencement de la salle de culte. Et puis là, les églises peuvent lister un certain nombre de mesures qu'elles vont prendre pour mettre en œuvre ces différents aspects des directives de l'OFSP. Donc là, effectivement, il y en a un certain nombre qui sont déjà proposés, donc ce n'est pas un document qui est vide et à remplir à partir de rien, mais il y aura la possibilité de prendre des mesures et d'inscrire des mesures qui seraient propres à chaque communauté.
Merci beaucoup Philippe Tuller. Christian Kuhn, merci d'avoir accepté de venir sur cette conférence, discussion, débat Zoom. Donc je rappelle que vous êtes le directeur du réseau évangélique suisse. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'espace public avec la réouverture des restaurants à partir de lundi, à partir de hier, on est parfois un petit peu frustré dans le cadre des églises de ne pas avoir eu la possibilité aussi de rouvrir nos lieux de culte. Alors, comment est-ce que vous expliquez finalement que les églises soient quelque part peut-être un peu mises de côté? Et bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans ce cercle. Je ne sais pas si on m'entend, ça va? Très bien. Très bien. Effectivement, les lobbies de la gastronomie sont manifestement nettement plus efficaces que les lobbies des églises encore, pour l'instant en tout cas dans les hautes sphères. Je dirais que l'enjeu économique pour les églises est souvent vraiment inconnu au niveau de nos autorités. Ce n'est pas une critique que je fais là, c'est simplement que il y a des priorités et les priorités sont menées par des lobbyistes aussi, sont portées par des lobbyistes. Notamment, on voit les conférences de presse. Plusieurs parmi vous avaient assisté à ces conférences de presse où on voit clairement de quel coin les questions elles émanent. Et on a eu un petit peu de la peine au départ de pouvoir avoir des personnes qui représentent vraiment les églises dans ce contexte, notamment pour poser des questions de contextualisation et d'application d'un éventuel plan de protection pour ce secteur d'activité-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas eu une obligation de créer un plan de protection comme on le met en œuvre aujourd'hui. C'est plutôt sur une base volontaire. On a voulu considérer les églises comme étant un secteur d'activité à part entière qui nécessite évidemment aussi un certain nombre de mesures. Mais c'est peut-être une question qui va suivre. Donc on attend le 27 mai pour avoir la prise de position en lien avec les églises et qui concernera voilà, un possible déconfinement des lieux de culte. Qu'est-ce qui va se passer si le Conseil fédéral n'ouvre pas les lieux de culte à partir du 8 juin, donc du lundi 8 juin? Alors, probablement, on va tirer un petit peu la tête, en tout cas certains parmi nous. D'autres se sont de toute façon déjà dit, oui, mais avec un plan de protection comme ça, moi j'attends la fin de l'été pour être sûr de faire quelque chose. C'est trop compliqué à mettre en œuvre, particulièrement pour les très grosses églises. Voilà, c'est pas évident. Mais je pense qu'on va réfléchir très sérieusement à l'application, à la faisabilité des directives qui vont peut-être pas trop dans notre sens le jour venu et on va voir comment est-ce qu'on arrive à pratiquer. Je pense d'ailleurs que comme il y a eu un fade out, hein, ils ont diminué le nombre de personnes qui pouvaient se voir. À l'inverse, il y a une forte probabilité qu'il y ait de nouveau un fade in. Ça veut dire qu'ils vont commencer d'abord à réouvrir pour des petits groupes. On va casser la barrière des 5 personnes, peut-être passer à 15, 20 peut-être. Et pour nous, en tout cas, ça signifierait possiblement que la dimension groupe de maison, petit groupe de prière, cellules par tranche d'âge, etc., va de nouveau être accessible, en tout cas dans le cadre aussi d'un concept d'accompagnement. On a mis en place aussi un petit concept pour la gestion de petits groupes. C'est disponible aussi en téléchargement sur le site. On n'a pas encore publié, pas encore envoyé aux fédérations, mais c'est déjà disponible pour ceux qui souhaitent le consulter. Donc, s'il y a une ouverture complète, eh bien voilà, on peut mettre le plan de protection en œuvre. S'il y a une ouverture partielle qui va peut-être jusqu'à 15-20 personnes, eh bien ça nous permet au moins déjà de réenclencher la dimension communautaire dans les maisons, certainement. Donc, on a l'impression là que finalement, d'après ce que vous dites, il y a deux types d'églises évangéliques en Suisse romande. Il y a les très gros bateaux qui semblent avoir des difficultés à rouvrir leur lieu de culte. Puis il y a les plus petites églises qui peut-être auront davantage de souplesse pour y parvenir. Oui, c'est juste. Il y a un enjeu assez particulier. On l'a vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé à Mulhouse notamment. On a un peu une épée de Damoclès sur la tête aujourd'hui, les évangéliques, parce qu'en France, on a été qualifiés de criminels, de killers, enfin tout ce qu'on veut. On a essayé de tuer la France, en gros, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais en même temps, le ressenti, le besoin de trouver un coupable, enfin, toutes ces réalités qui s'enclenchent, elles sont fortes. Et dans une grande église, la traçabilité est assez compliquée. En tout cas, la mise en œuvre d'une traçabilité
efficace sans empêcher, je dirais, le flux normal d'une série de célébrations, d'un culte. Eh bien, pour mettre ça en œuvre correctement, c'est pas tout évident. J'ai discuté avec Léo Biguer, j'ai discuté avec d'autres personnes qui ont des grosses communautés en Suisse alémanique aussi. Et c'est typiquement des personnes qui disent, mais nous, on va attendre, on aimerait enclencher le plus vite possible les petits groupes de maison, mais pour la partie commune, le streaming nous permet en tout cas de rester en connexion. Alors, il y a une église évangélique mosaïque hein, à Sion, pour ne pas la nommer, qui a souhaité organiser un culte en plein air, hein, dans le cadre d'une sorte de drive-in. Elle l'a fait une fois, puis après, elle n'a plus obtenu les autorisations. Comment est-ce que vous avez réagi à cela? Parce que dans votre plan, il est suggéré d'organiser des cultes en plein air, bon, moyennant qu'il fasse beau, bien entendu. Absolument. Donc, il y a aussi une différence entre un culte drive-in sur un parking public qui nécessite une autorisation et puis un culte en plein air dans un champ qui appartient à un des agriculteurs de la communauté, par exemple, ou bien un coin de terrain privé. Donc, la question est toujours là d'obtenir les autorisations nécessaires. C'était déjà le cas avant. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre le coronavirus pour ces réalités-là. Ce qui s'est passé à Sion, on a trouvé ça génial. On en a beaucoup parlé aussi dans nos réseaux sociaux. On a encouragé ça. Ça a été salué par la presse d'ailleurs. Voilà, différents médias en ont parlé. Aujourd'hui, on est en discussion avec Alligro pour obtenir un parking du supermarché, enfin du grossiste Alligro, qui serait suffisamment grand Sion, pour donc? poursuivre l'aventure. À Sion. Ouais. Sion. D'accord. Ok. Est-ce que, en tant que directeur du réseau évangélique suisse, il y aurait encore quelque chose d'important que vous aimeriez préciser à l'endroit des responsables d'église qui sont là? Oui, très volontiers. Donc, on a effectivement travaillé avec la Suisse alémanique pour établir ce plan de protection. Et on a très honnêtement encore 37 chapitres qu'on aurait pu inclure dans ce plan de protection et vous auriez reçu, on vous aurait proposé au travers de vos fédérations un document d'une vingtaine de pages relativement complexe et indigeste. Donc on a décidé de changer de stratégie et plutôt proposer quelque chose de fondamental qui pose les bonnes bases, mais qui laisse finalement beaucoup de liberté au bon sens, qu'on sait être présent dans les églises aussi, pour une implémentation finalement jouable pour chacun. Le but, c'est pas, vu que ce n'est pas non plus un plan de protection qui nous est imposé, qui va être vérifié aussi d'une manière drastique, pour nous, le souhait, c'est surtout d'éviter un foyer, une vague secondaire qui aurait pu démarrer très fort dans une de nos églises évangéliques, et puis finalement nous retrouver aussi finalement sur la place publique avec beaucoup de critiques à la clé. Donc, notre souhait, c'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose qui répond aux besoins de sécurité. Donc, les normes de sécurité, elles sont à respecter. On veut le faire vraiment. Et on a proposé quelque chose donc, pour vous qui vous permet vraiment de moduler en fonction de vos possibilités, de la structure de votre bâtiment, peut-être aussi le groupe, la population, si vous avez beaucoup de personnes vulnérables, si vous en avez peu, etc. Mais que vous puissiez moduler ça. Peut-être une question qui va venir, je peux anticiper, peut-être sur la Ok. question des 4 mètres carrés. On sait que, par exemple, dans la gastronomie, l'OFSP a autorisé les rencontres pour une table d'environ 2 mètres carrés à tout casser avec 4 personnes autour dans une situation où on se regarde les uns les autres. Autrement dit, la pire situation pour une propagation. Dans nos églises évangéliques, si on s'assied une chaise sur deux et puis que aussi on prend un rang sur deux ou on décale, hein, comme les noisettes de Camille Bloch en quinconce, comme ça, eh bien, tournez tous dans la même direction et tous assis, on est dans une situation relativement favorable pour éviter une propagation du virus. Donc, l'OFSP a fait un pas plus osé, un pari plus risqué avec la gastronomie qu'avec les églises que ce que nous on a proposé pour l'instant. Donc, j'y réponds d'emblée, comme ça, on a déjà un point de réglé. Merci beaucoup. Juste encore une petite question, puis après on ouvrira les questions un peu à tout le monde. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez découvert que dans le plan de protection de l'Église réformée suisse, ils renonçaient à chanter?
Alors, on peut comprendre effectivement que le fait de chanter, donc on n'est pas simplement en train de parler à voix normale, on expulse davantage d'air et que la propagation, elle est bel et bien liée à à cette activité-là. Enfin, la propagation peut être accélérée par cette activité-là. Surtout, on en a encore discuté avec Philippe Tuller, qui a parlé avec une personne experte. S'il y a des personnes debout et des personnes assises, donc les personnes assises se feraient arroser, et c'est le cas aussi, sans forcément qu'il y ait un virus dans le truc, mais il y a des particules en suspension qui sont là quand même. Et donc, sur le plan purement scientifique, on pourrait dire que c'est parfaitement raisonnable de ne pas chanter. Ensuite, Ok, on mais vous sait n'avez aussi pas que intégré ça dans le cadre de votre plan de protection pour les églises si, évangéliques. Si? si Vous on renoncez a à chanter? proposé, non, on n'a pas proposé de renoncer à chanter. Par contre, on sait que si on est assis avec la configuration que j'ai mentionnée tout à l'heure, eh bien, le risque de propagation n'est pas augmenté lorsqu'on chante des chants et sans avoir un support, je dirais qu'on se passe les uns aux autres, comme un recueil de chants ou autre. Ouais. Merci beaucoup. Christian, je rappelle que vous êtes le directeur du réseau évangélique suisse et que vous êtes en Suisse romande l'un des initiateurs de ce plan de protection. Je vous invite maintenant à ouvrir aux questions, peut-être pour bien arriver à gérer le tout. Je vous invite, vous savez, quand vous regardez en bas à droite, vous pouvez cliquer sur un pouce levé. Et peut-être que voilà, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à vous manifester, puis ça me permettra de vous passer la parole. Donc, Giorgio Ayman, je vois que vous souhaitez poser une question. Alors, allez-y. Oui, bonjour à tout le monde. D'abord, je fais partie de l'église de langue anglophone Westlake qui est hébergée par la Fraternelle Lannion. Bonjour David. J'ai trouvé beaucoup de remarques utiles et pertinentes, surtout la remarque d'Olivier sur les priorités, les mètres carrés, etc. Moi, j'ai une question. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de monde qui va venir peut-être la première qu'on ouvre l'église. Il y en aura peut-être beaucoup qui vont être plutôt prudents, surtout les gens plutôt à risque. Mais je suis quand même posé la question de comment gérer la présence, parce que finalement, de dire à quelqu'un qui est venu, non, vous ne pouvez pas, la salle est déjà pleine, je ne pense pas qu'on va arriver à ça, mais j'ai lu que quelqu'un avait pensé de faire des réservations, etc. Donc, j'aimerais savoir si quelqu'un a des idées un peu plus claires sur ça. Donc, je ne sais pas exactement, David, d'ailleurs, si vous avez fait un calcul de combien de gens rentrent dans notre salle, mais il y a quand même un limite, je pense. Donc, David Rosset, est-ce que vous avez envisagé de mettre en place via Internet des tickets d'inscription pour venir au culte avec un nombre limité de personnes qui pourraient y participer? Alors, c'est une idée qui est sortie, oui. Ça, c'est une réalité. Alors, est-ce qu'elle va être mise en place? C'est encore en discussion, évidemment. Ce qu'on remarque dans notre pratique habituelle, donc avant le corona, c'est que sur une fréquentation habituelle, pour que toute l'église vienne une fois à l'église, c'est à peu près, il faut compter 2 ou 3 dimanches. C'est-à-dire que généralement, les participants viennent sur un dimanche sur 2 en moyenne, voire un dimanche sur 3. Donc, moi, je me suis peut-être dit que ça pouvait être bien de faire des doodles, puis de s'inscrire et puis de regarder. Ça peut être une idée comme une autre, parce que de toute manière, ça va répartir. Je pense qu'il y aura effectivement beaucoup d'auto-censure, dans le sens où beaucoup de personnes vont renoncer d'elles-mêmes à venir. Ça, j'ai déjà aussi comme information. Après, une autre idée, ça pourrait être axé beaucoup plus sur le secteur enfance, qui est aussi important pour nous, et puis sur lequel on court moins de risques à les réunir, puisque toutes les écoles sont ouvertes. Donc, Donc, ça voudrait ça, dire c'est concrètement, les personnes à risque, vous restez à la maison et vous regardez le culte par Internet, et puis les familles sont vraiment les bienvenues dans le cadre du culte dominical. par exemple. Mais là, c'est des idées qui sont, voilà, c'est tout des brouillons d'idées. Il n'y a pas de décision. Non, mais déjà, l'idée de faire un doodle pour avoir au moins une idée de combien de gens venir, c'est déjà une Voilà. bonne idée. Je n'avais pas Est-ce pensé. que quelqu'un a réfléchi à un autre moyen technique que Doodle pour quelque part proposer des tickets d'entrée au culte? Mais moi, je ne pensais pas au ticket d'entrée. Je pense que déjà, l'idée d'avoir une idée avant de combien de gens pensent venir,
ça pourrait aider beaucoup la planification, hein. OK. Philippe Tuller, vous auriez quelque chose à proposer? Oui, je pense que le pas peut paraître psychologiquement assez important, mais néanmoins, je pense qu'il vaut la peine d'envisager d'utiliser des billetteries qui existent en ligne, qui permettent d'offrir un certain nombre de places. La plupart de ces billetteries sont gratuites pour les événements gratuits, donc il n'y a même pas de frais qui seraient à inclure dans cet outil. Parce que le problème, c'est que le nombre maximal de personnes est quand même euh, une donnée finalement qu'on ne peut pas dépasser. Autrement, les risques augmentent vraiment fortement. Et donc, la frustration, elle est à choisir entre le fait de devoir s'inscrire sur une billetterie bien à l'avance ou le fait de repartir le dimanche matin à la maison parce que c'est plein. Donc, moi, il me semble qu'il y a quand même un véritable avantage de pouvoir planifier en sachant si on va pouvoir aller au culte ou pas, plutôt que d'arriver à l'entrée puis qu'on nous dise, comme c'est des fois le cas dans les grandes surfaces, désolé, c'est le feu rouge, il vous faut repartir. Et puis, est-ce que vous auriez des noms de plateformes qui pourraient être utilisées par les églises pour obtenir ces tickets d'entrée? Alors, il y en a un certain nombre qui sont bien connus. Infomaniac offre une billetterie qui est gratuite pour les événements gratuits. WizEvent aussi. Il y en a quelques-unes, ça se trouve assez facilement. Donc, si jamais là, c'est une information qu'on pourrait venir chercher du côté du secrétariat de la FRE. Très volontiers. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous pouvez cliquer sous réaction, puis voilà. Alors, Philippe Anchaud, volontiers. Merci beaucoup de donner cette possibilité d'échange, d'informations. Merci pour le remarquable travail du réseau évangélique. On a vraiment apprécié recevoir ces informations. Une des questions que nous nous posons avec la petite équipe qui réfléchit à la reprise des cultes, c'est aussi de savoir, outre la décision du Conseil fédéral, est-ce que l'on sait si au niveau cantonal ou communal, il peut y avoir des limites complémentaires, un autre calendrier? Est-ce qu'il y a des prévenances particulières que nous pourrions avoir euh, dès maintenant en considérant le travail progressif de ces prochaines semaines? Merci. Christian Kuhn, si vous voulez bien répondre. Alors, on a vu, au moment du début du confinement, on a vu par exemple le canton du Valais s'exprimer quant à l'ouverture ou non des restaurants. Et quelques heures plus tard, la Confédération passait par-dessus et puis dire exactement l'inverse. Et c'est finalement la réalité nationale qui l'a emporté. Et je pense que le déconfinement va fonctionner un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il y aura possiblement des idées communales, cantonales qui vont exister, mais qui vont être soumises aux autorités nationales pour aval, ou bien pour être intégrées dans un plan global au niveau du territoire suisse en entier. Donc, au début, certainement, ça sera harmonisé. Plus on ira de l'avant avec le confinement, plus les cantons et les communes reprendront des responsabilités. C'est en tout cas le signal qu'on a reçu de la part de plusieurs politiciens qu'on a interrogés à ce sujet. Il y a Sébastien Lutti qui s'est manifesté tout à l'heure avec un petit pouce levé. Donc, c'est une réaction que vous pouvez avoir pour signaler que vous avez une question. C'est Stéphane, pardon, Lutti. Pose ta question, s'il te plaît. Alors, bonjour tout le monde. J'avais deux questions. La première, j'ai assez bien compris les 4 mètres carrés pour l'église. Donc, on peut mesurer la surface. C'était assez clair pour moi. Pour les groupes de maisons, j'imaginais qu'on risquait de partir peut-être d'abord dans ce plan-là, puisque effectivement, le fade-in. Les 4 mètres carrés, je me disais, est-ce qu'ils sont valables? Tu l'as un peu dit, Christian, avant, en me disant, mais si tu es contre un mur, finalement, est-ce que c'est simplement la distance entre chacun? Voilà, j'arrive pas tout à fait à comprendre parce qu'effectivement, si on veut mettre une personne par mètre tous les 4 mètres carrés, pardon, on peut mettre très peu de gens dans des salons. Et je me disais, mais si on garde les distances de 2 mètres, mais comme on est contre un mur en rond, on peut mettre beaucoup plus, presque le double. Donc, c'était ma question, est-ce qu'on peut un peu changer ça? Il semblait dire qu'il y a une certaine souplesse. Alors, peut-être comment est-ce qu'on compte les mètres carrés? Alors, Christian Kuhn, si vous êtes d'accord de répondre. Ouais.
Volontiers, oui. Ces questions de maîtrise est intervenue principalement au début en Allemagne avec les magasins. La question des surfaces, combien de personnes est-ce qu'on ose autoriser dans une surface, etc. Et puis aujourd'hui, vous allez à la Landi, vous avez le chiffre qui est indiqué, 50 personnes à cause de la surface, ils ont fait leur petit calcul. Dans le contexte privé, c'est évidemment tout différent déjà. Dans un salon, on est dans un contexte où on peut peut-être plus s'asseoir les uns sur les autres, comme on le faisait peut-être à 30 entassés dans un salon. Mais là aussi, on va peut-être dire aux personnes à risque de ne pas venir, etc. Mais tous ces éléments-là, on peut les trouver dans le document justement d'aide à la gestion des petits groupes au moment où l'autorisation sera là. Donc, la question des mètres carrés, je pense qu'il faut la prendre simplement comme une recommandation. Dans l'idéal des cas, si on veut être dans le 5 étoiles de la protection, eh bien, les 4 mètres carrés, c'est fabuleux. En l'occurrence, on n'arrivera pas ou très rarement à faire du 5 mètres carrés, donc du 4 mètres carrés, du 5 étoiles. Donc, on va plutôt réduire, aller à du 3 étoiles et demi peut-être. Et puis, parce qu'au culte, on est assis tous dans la même direction, on augmente encore d'une demi-étoile et finalement, c'est une bonne protection en fin de compte. Voilà, si je peux expliquer ça comme ça. Ok, Stéphane, si vous permettez juste, je relance Christian Kuhn. Ce que j'ai lu notamment dans le plan de déconfinement de l'Église réformée suisse, c'est que les instances dirigeantes des églises pouvaient se retrouver régulièrement, déjà maintenant, à 10 pour des séances de conseil, comme on les appellerait chez nous. Ça, on n'en a pas vu trace dans le cadre de votre plan de protection. Oui, exactement. C'est une spécificité pour l'ERS, comme elle s'appelle. Avant, c'était la FEPS, ça s'appelle ERS maintenant. C'est une spécificité qui a été demandée et sollicitée par son président. C'est quelque chose qui n'a pas été sollicité notamment par les églises catholiques et que nous n'avons pas non plus souhaité mettre dans notre plan de protection à l'heure actuelle. Déjà simplement par le fait que nos conseils d'église font rarement 10 personnes. Ça peut être le cas dans certaines situations, mais c'est aussi modulable, je dirais, en fonction des équipes de direction qui seraient très grandes. On ferait peut-être moins les rencontres élargies, on ferait plutôt les différents secteurs les uns avec les autres, ensuite les responsables des différents secteurs ensemble. Donc, on arrive à travailler sans forcément devoir comprimer trop de monde dans une petite pièce pour nos séances de direction. Mais est-ce que ça veut dire que dès maintenant, si un conseil de 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes souhaitait en milieu évangélique se retrouver en présentiel, il aurait la possibilité de le faire sans encourir des difficultés avec voilà, les normes en vigueur? Oui, absolument. Pour autant qu'il le fasse, qu'il le fasse dans le cadre des directives sanitaires qui sont proposées et aussi, là on le conseille vraiment d'un plan de protection. Donc l'annexe 1, quand elle est contextualisée pour les séances de travail, c'est quelque chose qu'il s'agirait peut-être d'envisager. Ok. Merci beaucoup. Stéphane Lutti, deuxième question. C'est exactement celle-là, celle que le synode permettait 10 personnes, donc j'ai ma réponse. Merci. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, j'ai vu Roland Ostertag qui levait la main. N'hésitez pas à cliquer en bas. Et puis, ouais, oui, voilà. Serge. Alors, attends, Roland Ostertag d'abord pour la question. Il faut allumer le micro. Mais il ne sait pas où il est. Non, que si. Non, je fais assez souvent Zoom ces temps. Bonjour à chacun. J'ai deux questions par rapport à ce que mon collègue David a dit tout à l'heure concernant les classes d'école du dimanche. Tu disais on peut bien encourager les classes d'école du dimanche, c'est quand même plus facile. Alors, je souscris, mais en même temps, l'école a repris. Il y a quand même des conditions. On ne peut pas non plus être 25 enfants. Donc, il y a des fois, dans certaines de nos églises, il y a des salles d'école du dimanche où il y a beaucoup d'enfants réunis. Donc, ça serait donc une préoccupation que j'aurais. C'est dans la mise en pratique, je pense qu'il faut aussi respecter des consignes en nombre. C'est une de mes questions. Alors, je ne sais pas, j'ai deux questions. OK. La première, donc, par rapport à la gestion des enfants, peut-être, je ne sais pas, Christian Kuhn ou Philippe Tuller, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Oui, on a réfléchi à cela dans le plan de protection. C'est proposer
vraiment de s'aligner sur les réglementations qui sont en vigueur au niveau des établissements scolaires, des crèches aussi pour les plus petits âges. Donc, je te rejoins totalement, Roland, sur cette question-là. L'école a recommencé, ils ont recommencé avec des demi-classes, ils ont recommencé avec des bonnes mesures, je dirais, de protection. Inspirons-nous simplement de ces mesures-là pour essayer de faire quelque chose qui tient la route sans exposer nos enfants inutilement, on va dire. Et progressivement, l'expérience montrera aussi dans l'école qu'il y a peut-être une densification qui va se faire, en principe déjà dans 2 semaines pour la classe de mon fils qui a 8 ans, dans 3 semaines pour la classe de ma fille qui a 13 ans. Donc, on voit qu'il y a aussi une espèce de fade-in qui est planifié là. Mais en tout cas, que ça nous inspire bien pour organiser nos rencontres au niveau de l'enfance. Ouais. Donc, normalement, sur chaque site de canton, il y a des instructions qui sont mises à disposition par rapport aux écoles. Philippe Tuller, sauf erreur, dans le mail qu'il a envoyé la semaine dernière, vendredi, mettez un lien et vous pouvez télécharger les consignes. Je crois qu'il y avait cela, hein, Philippe? Ça, c'était plutôt par rapport aux personnes âgées, là, en l'occurrence. Je l'ai lu ailleurs. Mais je viens d'apprendre que la commission enfance bossait aussi sur des recommandations à l'encontre de nos églises. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, on peut imaginer que ce sera mis, envoyé au pasteur et très certainement mis sur le site soit Église Fray, soit le site lafray.info. Voilà. OK, Roland, une autre question? Oui, cela me paraissait important par rapport aux enfants quand même de montrer qu'il y a une certaine restriction et vous avez répondu, merci beaucoup. Concernant donc la billetterie, moi je comprends bien et je pense que c'est une bonne solution pratique. Il faudra que nos membres sympathisants se disciplinent, ce qui n'est pas gagné, mais il faut tendre vers. J'ai une question, donc ça veut dire, bon, il y a, comme le disait David, il y a l'absentéisme, ils ne viennent pas tous les dimanches, voilà. Mais j'ai une autre question, ça veut dire que toutes les personnes, par exemple, qui sont invitées, par exemple, tout d'un coup, une famille invite des amis, des personnes vont peut-être venir spontanément au culte. Imaginons que la salle de culte est pleine, donc on est d'accord qu'il y aura des consignes assez strictes qu'à l'entrée, c'est juste pas possible. Je veux dire par là parce que ces personnes n'auront peut-être pas participé à la mise en pratique de la billetterie. Qui veut répondre là? Philippe Tuller, peut-être? Je pense que là, il faudra aussi faire preuve de bon sens. Voilà, il y a certainement une manière quand même de pouvoir laisser rentrer 1 ou 2 personnes qui seraient venues accompagner. Mais voilà, on n'a peut-être pas compté non plus tous les coins de l'église. On a fait les métries, etc. Donc, un petit peu de souplesse. Et je pense qu'il faut appliquer la souplesse aux exceptions qui se présentent sur place et ne pas appliquer une sorte de souplesse généralisée où on dirait, bien, venez et puis on verra ce qui se passe. Ça risque d'être bien plus frustrant. Et de la souplesse sur le moment, bien sûr. Renvoyer des gens, c'est quelque chose de très difficile. Olivier Fazel, il semble que vous aviez une question à poser. Oui, c'est pour réagir aussi à ce que Philippe vient de dire, c'est-à-dire qu'on n'entend pas simplement de remarques qui mettent en avant le bon sens, la souplesse, la contextualisation. Le fédéralisme fait qu'au point de vue cantonal, au niveau cantonal, il y aura sans doute des différences, et il y a déjà des différences. Moi, j'ai une question. D'abord, c'est une remarque ou un sentiment d'agacement par rapport à ce que certains m'ont donné aussi comme réaction. Il y a l'impression d'avoir 2 poids, 2 mesures. J'entendais ce matin que les sportifs d'élite à Macolin ils peuvent se réunir à plus que 5 ou 6. On entend que les conseils d'église réformés à 10 personnes, ça peut jouer. Et puis nous, on se met une espèce d'épée de Damoclès et puis on craint que ça ne joue pas. Alors moi, ma question, c'était ça. Qui sera censeur du bon sens? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va régler les conséquences? Donc, on a un bon sens un peu élargi. Ouais, ben, ok, vous pouvez venir. Et puis, les 4 mètres carrés, les 1 chaise sur 2, etc. On va y aller avec souplesse, on va contextualiser. Et puis, tout d'un coup, on prend des virages et on est dans la. À partir de quand on saura qu'on est dans la marge? Puis, quelles sont les conséquences s'il y a, entre guillemets, transgression?
on commence dans les milieux évangéliques à avoir un peu l'habitude d'avoir la police qui entre pendant les temps de culte. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir des descentes de police dans nos lieux de culte pour voir un petit peu ce qui s'y passe et la manière dont les plans de protection sont mis en place? Christian Kuhn, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'on pourrait avoir une présence policière, mais qui serait en principe non contraignante, dans la mesure où notre plan de protection est complètement volontaire. Donc, il n'y a pas une redevabilité face aux autorités pour ce plan-là. C'est pour ça qu'on peut parler aussi en termes de souplesse, sinon on parlerait clairement différemment ici. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. En l'occurrence, on a encore ce privilège de pouvoir faire preuve de bon sens. Évidemment, pour nous, cette épée de Damoclès, elle est un peu là quand même par rapport à la genèse de ce coronavirus en francophonie, où on ne souhaite réellement pas vivre ce que Mulhouse a vécu. Alors, il y a la réalité des 31 décès dans une seule église. J'entends, c'est quand ils vont pouvoir se retrouver, ça ne va pas être une fête de joie, vraisemblablement. Ça va d'abord être un temps vraisemblablement de recueillement et puis de se repositionner en tant qu'église, etc. Mais nous, on souhaiterait vraiment, au-delà des décès, on souhaiterait éviter finalement qu'on soit tous ensemble impliqués dans quelque chose de bizarre. C'est la raison pour laquelle actuellement on fait aussi des Zooms avec toutes les églises issues de la migration, les églises internationales en Suisse. Il y en a un très grand nombre. On essaie aussi de les rejoindre parce que finalement, si le mot évangélique sort dans la presse, eh bien chacun d'entre nous, on aura pu faire tous les efforts qu'on aura voulu. S'il y a un endroit où les choses se passent très très mal, malheureusement, eh bien on sera associé de fait, parce qu'on est dans le même secteur d'activité, on peut dire. Merci beaucoup. Il y a une ou deux personnes qui se sont manifestées. J'ai vu Thomas Salamoni tout à l'heure. Thomas, vous avez une question? J'ai eu la réponse à ma question. Merci Magnifique. Beaucoup. Il y a sur la colonne de conversation, il y a Dominique Marguerin qui a une question. Dominique, vous avez la parole. Oui, alors merci. Bon, déjà, bonjour à chacun. Merci pour toutes ces informations. Il y a plusieurs réponses à des questions que j'avais qui ont déjà été répondues. Maintenant, j'ai une question très pratique. Je regarde déjà depuis quelques jours ou quelques temps de comment s'approvisionner en matériel de protection, gel hydroalcoolique. Alors, on voit de tout et rien. Est-ce que la FRE ou le réseau évangélique peut nous aiguiller ou peut-être nous donner des tuyaux où s'approvisionner, parce que histoire de ne pas acheter sur n'importe quel site et puis que ce soit de la mauvaise qualité, par exemple. Alors, on peut poser la question à Philippe Tuller, qui s'est transformé ces derniers temps en grand commerçant de masques de protection. Absolument, nous en avons envoyé 5000 aujourd'hui par la poste. Donc, c'est un petit business auquel je n'avais pas pensé dans mon cahier des charges à l'origine. C'est vrai qu'on s'est focalisé sur les masques parce qu'il semblait que la pénurie allait être plus importante dans ce domaine-là que dans celui du gel hydroalcoolique. Sachant aussi que le gel peut être évité si on a de quoi se laver les mains, ce qui peut être une alternative. Il semblait aussi qu'il y avait plus facile de trouver du gel que des masques. Donc, nous, on n'a rien ouvert du côté du gel. On a offert, et ça a plutôt bien répondu du côté des masques. Au niveau des gels, il faut privilégier les pharmacies. Ça, je crois que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner. Et puis, la relation que vous pouvez avoir avec un pharmacien local aide beaucoup parce qu'il va pouvoir vous dire, écoutez, je suis livré vendredi, venez, je vous en mets un litre de côté, simplement parce que vous le connaissez, il vous connaît. Et en général, ça marche relativement bien, en tout cas dans les 2 semaines qui suivent. Merci beaucoup. C'est vraiment ce que je peux vous encourager. Dominique, oui, très bien, merci. Ouais, Fatih. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci de vous manifester en cliquant sur pouce. Alors, Stéphane Lutti. Oui, encore une question, c'était par rapport, on parle de désinfection. Oui, combien de temps peut rester il y en a quelques-uns dans ma virus, boîte, là. c'est-à-dire, là c'est Thierry qu'il faudrait muter. Oui, ben là. Combien de temps peut rester ce virus actif? C'est-à-dire, par exemple, nous on partage des locaux avec aussi Psalmodia et eux, à partir du vendredi, ils n'ont plus de cours.
on se disait c'est nécessaire de nettoyer si pendant 2 jours, il n'y a plus d'activité. Est-ce que, oui, on fait les poignées, mais est-ce qu'on va aller plus en profondeur? Alors, Alors nous, Philippe Tuller, peut-être? on a eu l'information qu'en tout cas, après 72 heures, normalement, il n'y a plus de risque de contamination, enfin qu'une surface reste porteuse du virus. Donc, c'est plutôt 3 jours que 2, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est une information qui est intéressante et qui peut éviter un certain nombre de travaux de nettoyage. Merci. Super. Norbert Vallet, en privé, proposait une question que je trouve importante de mentionner maintenant. Norbert, est-ce que vous êtes d'accord de la poser? Oui, je pose la question concernant, par exemple, des activités annexes qui ne sont pas nécessairement cultuelles, comme la distribution de nourriture, qui est, à mon sens, encore plus importante qu'avant le confinement. Vu les files de personnes qu'on voit dans la rue à Genève, par exemple, et apparemment, en tous les cas, à Morat, les organisations qui travaillaient dans le cadre de l'Église ne peuvent plus le faire. Est-ce qu'il y a des exceptions ou des mesures spécifiques qu'on pourrait imaginer aussi pour pouvoir recommencer ces activités qui me semblent très nécessaires? Alors, Christian Kuhn. Alors, effectivement, je confirme que c'est des activités qui, dans les temps qui viennent, vont être porteurs non seulement de bénédiction pour les gens qui sont dans le besoin, mais aussi porteurs de l'évangile dans les contacts qu'on pourra avoir. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est juste simplement être attentif à ce que Dieu ouvre aussi comme porte. C'est une question qui tombe un peu à côté de l'idée des cultes, de la célébration de la vie communautaire. Donc, on est dans un autre secteur d'activité au regard des autorités. Et ce secteur d'activité est aussi clairement soumis à certains plans de protection. C'est les plans de protection qui tombent dans le domaine du social, dans le domaine des différents points de distribution. Et il y a des documents qui ont été dictés, des plans de protection qui ont été établis. Et là, je verrai volontiers, Norbert, avec toi en aparté pour te proposer 1 ou 2 exemplaires de ces plans-là, que j'ai vu qu'en allemand pour l'instant, mais je crois que ce n'est pas trop un souci pour toi. Est-ce que ce serait possible, si des églises souhaitaient entrer dans cette dynamique de service, entre guillemets, social, est-ce que ce serait possible de, voilà, moi je mets ça volontiers sur lafray.info, d'envoyer quelques liens qui nous permettent un peu de voir quels sont les plans de protection à mettre en place pour Oui. les églises. C'est possible d'avoir ça? Oui, c'est possible d'avoir ça. Il faut juste après réaliser que là, on est dans le cadre d'un plan de protection soumis à contrôle. Donc, c'est vraiment quelque chose où il faut demander une autorisation. C'était le cas, par exemple, pour les coiffeurs, pour les restaurateurs et autres. Ils ont dû présenter leur plan de protection qui était proposé par leur branche. En l'occurrence, là, on tombe dans un plan de protection. Typiquement, si on distribue des repas, on est soumis au plan de protection de la gastronomie. Donc, ça peut devenir un tout petit peu contraignant quand même. Donc, il faut être conscient de cela, mais rien n'empêche de se soumettre à plusieurs plans de protection et de trouver quelque chose qui permette finalement d'aller dans toutes les activités qu'une église peut avoir. Donc, je mettrai les liens proposés par Christian Kuhn dans le cadre du petit article en lien avec l'enregistrement de cette discussion, cette discussion débat Zoom. OK, on approche là de l'heure maintenant de conférence. Est-ce qu'il y a encore peut-être 1 ou 2 dernières questions? Merci. Philippe Anchaud. Dans le document que vous nous avez transmis, il est question de personnes vulnérables. Quand on clique sur le lien personnes vulnérables, ça nous reporte qu'il y a des critères médicaux. Est-ce à dire que le critère de l'âge, on avait beaucoup entendu parler au début, des plus de 65 ans, ce critère disparaît ou il est sous-entendu? Christian Kuhn. Alors, c'est un critère qui reste en place. C'est un critère qui est aussi lié à l'état de santé finalement des personnes. Et on a vu des personnes qui sont dites à risque ou vulnérables, qui étaient adolescents ou bien qui étaient des jeunes adultes, simplement parce qu'ils savent qu'ils ont, en principe, ils savent. Et c'est là où est le risque. Si on laissait aller à tout va les choses,
on serait peut-être surpris de voir qui était finalement à risque ou pas. En fin de compte, on a mis ce critère de l'âge et c'est une bonne aide. Je dirais qu'à partir de ces âges-là, on a peut-être fait des investigations, peut-être qu'on a connaissance de certaines choses. Ça fait suffisamment longtemps qu'on est en route avec son corps pour se connaître un peu aussi. Dans ce sens-là, cette limite d'âge ou ce critère-là reste applicable. Mais évidemment, on inclut aussi toutes les personnes qui ont justement des fragilités pulmonaires, qui savent qu'ils ont des difficultés liées à une maladie ou autre. Merci. Roland Ostertag, j'ai vu que vous aviez agité votre pouce. Il y a encore une question? Oui, je reviens juste un tout petit moment par rapport à ces 5000 envois ce matin de masques de Philippe Tuller, qui n'avait pas prévu ça dans son cahier de charge, disait-il. On a parlé aussi de la solution hydroalcoolique pour les mains. Il y a aussi, bien sûr, de tout ce qui, pour désinfecter, il y a l'endroit où nous mangeons, les chaises, les poignées de porte et tout. Je vous dis ça parce que dernièrement, moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui était droguiste, qui était même ingénieur dans ce domaine-là, et qui, lui, me recommandait du Pentacept en spray. Et moi, je suis retourné ce matin dans mon bureau, donc à Cossonay. Jusque-là, je faisais du télétravail. Je vais à Sunstore, pour la citer ici à la pharmacie, c'est celle une des pharmacies de Cossonay, qui n'avait pas ce Pentacept qu'on m'avait vivement recommandé. Alors, on m'a recommandé du Sanitol. Ma question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer, Philippe, que dans dans les consignes un peu écrites, tu nous donnes un petit peu un certain nombre de produits aussi pour tout ce qui est pour désinfecter, parce que c'est quand même pour beaucoup d'endroits, partout où on va circuler, que ce soit dans les bureaux, dans les lieux de culte et autres. Peut-être une recommandation, parce que tu as dit que tu recommandais plutôt des produits en pharmacie et pas dans l'alimentation en générale. Donc, volontiers, si on avait peut-être un certain nombre de consignes. Là, je parlais du gel hydroalcoolique en l'occurrence, puisque là, il y a quand même un contact avec la peau. Il semble que pour tout ce qui est de la désinfection de surface, la plupart des produits de grande surface qui sont bactéricides fonctionnent très bien. D'accord. Donc, je pense que pour ce qui est de la désinfection des surfaces, les poignées de porte, les toilettes, etc., on peut prendre un désinfectant, un nettoyant désinfectant. Ouais. Je voulais revenir là-dessus, ça n'avait pas été clairement exprimé, puis je pensais bien de le dire dans la présentation générale. Ces deux types d'utilisation. Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette discussion-conférence. Donc, si vous avez d'autres questions, tant le secrétariat de la FRE, donc à Saint-Pré 021 823 23 23, que le réseau évangélique suisse, Christian Kuhn, via son site évangélique.ch, sera prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion débat Zoom. J'espère que ça vous a convenu. Donc, au plaisir de vous retrouver sur lafre.info avec l'enregistrement et puis une série de documents et d'informations qu'on y ajoutera encore cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.